je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère aussi que vous allez nous consacrer la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politico-socio, économico-haïtienne, tenez, parce que c'est tout ça qui entre en ligne de compte. Bon. Eh bien, si vous avez suivi les nouvelles cette semaine, eh bien, le Conseil de sécurité de l'ONU veut nous imposer une énième mission. On nous a annoncé avec trompette et tambour une nouvelle mission onusienne. Tout ce qu'on fait, au fait, c'est changer le sigle. On a changé le nom. Désormais, cette énième mission qu'on nous impose aura pour tâche de combattre les gangs en Haïti. Bon. Le Conseil de sécurité des Nations Unies en a pris la résolution et rapidement, on a vu le secrétaire d'État américain partir en mission pour justement faire la promotion de cette énième mission. Cela se fait sans qu'on ne se pose la question du bilan des missions onusiennes en Haïti. Cela se fait sans qu'on ne pose la question des dommages dus à la population haïtienne des suites des méfaits commis par les soldats onusiens en Haïti. Cela se fait sans que la population haïtienne ne soit consultée, sans qu'on lui demande, mais est-ce d'une autre mission de l'ONU que vous voulez ou bien voulez-vous autre chose? Cela se fait enfin sans que personne ne se pose la question de l'efficacité d'une telle mission. Au fait, est-ce là la solution? C'est la question que nous devons nous poser. Car depuis 3 décennies, donc depuis plus de 30 ans maintenant, les missions onusiennes vont et viennent, les soldats onusiens vont en tourisme en Haïti, et s'ils n'y allaient que pour faire du tourisme sans qu'ils ne causent de sérieux dommages à la population haïtienne, on pourrait se contenter d'en rire, mais sauf que ces soldats qui vont en Haïti, ils y vont, oui, pour faire du tourisme, mais ils y vont aussi pour engrosser nos jeunes filles,
Ils y vont pour réactiver des épidémies de choléra avec des dizaines de milliers de morts au sein de la population haïtienne, et cela sans que personne n'ait levé le petit doigt pour indemniser ou bien pour dédommager les victimes. Sommes-nous devenus un laboratoire? Est-ce que le peuple haïtien est devenu un ensemble de rats, une meute de rats que l'on utilise comme ça dans un laboratoire? Est-ce que Haïti est devenu une espèce de laboratoire dans lequel, eh bien, les stratèges onusiens essayent toutes sortes de formules, les unes les moins efficaces que les autres, de telle sorte qu'on ne puisse pas dire qu'on ne fait rien? Regardez, le Canada déjà se targue de promettre 60 millions. Le Canada promet d'investir ou d'injecter 60 millions de dollars dans cette énième mission. Les États-Unis promettent de partir justement en pèlerinage afin de mobiliser des ressources financières de manière à rassembler quelque chose comme 5000 soldats, policiers ou civils qui vont combattre les gangs en Haïti. Vraiment? Posons-nous la question, quand est-ce qu'une mission onusienne a jamais réglé quelques problèmes que ce soit en Haïti? Ça fait quand même 30 ans que nous les recevons. Ça fait quand même 30 ans qu'Haïti est devenu, si vous voulez, une espèce de théâtre où des soldats de toutes les armées du monde viennent profiter des plages, profiter du soleil, sans qu'ils ne produisent aucun résultat. Le moment est venu, peuple haïtien, pour nous, de nous poser la véritable question. Est-ce là la solution? Vous connaissez le rituel à ce stade-ci, vous avez besoin de votre bonne tasse de thé, de votre bonne tasse de café, de votre bonne tasse de chocolat chaud, car aujourd'hui encore, vous aurez besoin de toute votre tête, car nous allons nous dire les vraies affaires. Les affaires qu'on n'ose pas dire au sein du Conseil de sécurité, les questions que l'on n'ose pas poser lors de l'Assemblée générale des Nations unies, des questions que le CPT lui-même ne pose pas ou ne pose plus. Mais des questions que nous devons continuer de poser, car quand on le regarde de près, là, eh bien, on nous considère comme un laboratoire. Le peuple haïtien est devenu une meute de rats qu'on utilise pour faire toutes sortes d'expériences sans qu'on ne pose la question des dommages, sans qu'on ne pose la question de l'efficacité ou de l'efficience de ces missions. Voilà autant de questions que nous allons nous poser et vers la fin de l'émission, nous allons vous proposer une solution toute haïtienne. Restez à l'écoute. Je vous reviens après la pause, c'est convenu. À tout à l'heure. Me résigner à l'ennui fut le plus débilitant. Malgré les dévotions que nous maintenions, Amédée et moi chaque jour, malgré les prières, les chants, rien ne parvenait à dissiper ce vide. Me résigner à l'ennui, c'était me couper du monde extérieur, de ma famille, de mes élèves, de mon jardin, de mes amis, de mes classes, de mes enfants, de leurs devoirs, de ma vie conjugale. Être enlevé contre son gré relève de la barbarie. C'est l'acte de dépossession le plus répréhensible qui puisse arriver à un être humain. Être dépossédé de toutes ses facultés physiques et de ses droits basiques est l'acte le plus démoralisant qui soit. Encager une personne, c'est la réifier et la réduire au stade de l'animalité. Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le dernier roman du docteur Claudie Delnay. Soirée de lancement, le samedi 11 octobre à 18h au centre Lassalien, 3002 rue Louvain-Est à Montréal. Animation musicale, nul autre que B.I.C. Soirée de lancement du roman du docteur Claudie Delnay, Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le samedi 11 octobre à 18h. Les billets sont en vente au prix de 50 $, incluant un exemplaire du livre.
Les Affres d'une rançon, le dernier roman du docteur Claudie Delnay, en lancement le samedi 11 octobre à 18 h au centre Lassalien. Retirez votre billet dès maintenant. Bienvenue à tous et à toutes. Eh bien, quand on nous a annoncé cette énième mission des Nations Unies à la suite d'une résolution du Conseil de sécurité, mon métier m'impose d'analyser le discours de ceux qui se croient être les décideurs internationaux d'Haïti. Au premier chef, je me devais d'analyser le discours de Marco Rubio, le secrétaire d'État américain. Il n'a pas tardé à se fendre d'un tweet sur son compte X. Et là, après les propos d'usage, à savoir que cette mission va protéger des vies, stabiliser la politique en Haïti et blablabla, blablabla, autant en emporte le vent, il a ajouté, avec cette nouvelle mission, et les mots ici sont importants, nous nous dirigeons vers un nouveau modèle international de partage de tâches. Je reprends. Et si vous allez sur le compte X de Marco Rubio, vous allez être surpris de cela. Il dit, écoutez, cette énième mission va stabiliser la vie politique en Haïti, protéger des vies et des biens et blablabla, blablabla, blablabla. C'est toujours comme ça. Évidemment, nous allons dresser le bilan de tout cela, mais il a ajouté, avec cette nouvelle mission, nous allons commencer un nouveau modèle international de partage de tâches. Donc, vous avez compris pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué l'idée d'un laboratoire de rats. Vous avez compris pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué l'idée d'Haïti qui serait devenu le théâtre de toutes sortes d'expérimentations, de nouveaux modèles de partage de tâches. Quand on veut essayer quelque chose de nouveau, quelque chose dont on n'est pas sûr du résultat, ou plutôt quand on veut refaire quelque chose dont on est sûr de l'inefficacité, c'est pas compliqué, on s'en va en Haïti. Alors lui, Marco Rubio a dit, écoutez, avec cette nouvelle mission, on s'en va vers un nouveau modèle international de partage de tâches. Mais vraiment. Donc Haïti serait devenu une espèce de territoire transnational. Chacun va se réclamer d'une mission ou d'une tâche qui, dans tout pays normal, relèverait des missions régaliennes de l'État, ce qu'on appelle les grandes missions de l'État, protéger des vies, sécuriser le territoire, protéger ses douanes, n'est-ce pas, contrôler ses entrées et ses sorties, contrôler son espace, contrôler ses mers, etc. Non, Haïti ne fait rien de tout cela. Et la communauté des nations malveillantes ne veut justement pas qu'Haïti s'occupe de tout cela. Marco Rubio en a lâché le mot. Il a dit, avec cette nouvelle mission, nous allons commencer un nouveau modèle de partage de tâches. Comment en sommes-nous arrivés là? Comment en sommes-nous arrivés là? Nous allons reprendre le discours de ces 5 ou 6 dernières années avant de remonter à ces 30 dernières années, laps de temps au cours duquel nous avons reçu quelque chose comme 13 missions de l'ONU. Mais vous savez, en public management, il y a quelque chose qu'on appelle ordonnancement. Et pour le profane, eh bien, tout paraît improvisé. Il y a des bandits que l'on taxe désormais de terrorisme, qui sont armés lourdement, qui ne manquent jamais de munitions, eux qui n'ont jamais pourtant laissé Haïti. On refuse de poser la question du où, du qui, du quoi, d'où partent ces armes-là, qui les commande ces armes-là, qui arrive à les faire entrer
jusqu'en Haïti, en partant de Miami par la République dominicaine. C'est toujours le même circuit. Les armes partent de Miami, entrent en Haïti via la République dominicaine. Ces questions-là ne sont pas importantes. Elles ne sont à ce point pas importantes, comble d'insultes. On a vu Abinader s'entretenir avec Marco Rubio sur la sécurité en Haïti. Autant dire, tout en Haïti désormais est sous-traité. Le discours sur la sécurité, eh bien désormais c'est Marco Rubio qui le porte, ou alors Abinader, le président de la République voisine. Donc Haïti est mis sous tutelle, tenez. En 2004, quand la France, le Canada et les États-Unis ourdissaient leur complot pour déstabiliser la démocratie en Haïti, ourdissaient leur complot pour renverser le régime démocratique, car c'est quand même la toute première fois, disions-nous, qu'un président était élu véritablement par la population haïtienne, 2 fois plutôt qu'une, avec Jean-Bertrand Aristide. Alors, quand la France, parce qu'elle était piquée par la demande de restitution de la rançon de l'indépendance, quand la France donc décidait de s'allier une fois de plus avec les États-Unis, de s'allier une fois de plus avec le Canada pour renverser le régime démocratique en Haïti, eh bien, la France, le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a fait appel à nul autre que Régis Debray, qui avait de hautes responsabilités au sein du ministère des Affaires étrangères. Lui-même, de mémoire, était responsable des affaires internationales. Il est allé en Haïti, flanqué de ce grand écrivain haïtien René Despestre qui célèbre ces jours-ci son 102e anniversaire, et Régis Debray, dans son chauvinisme français, dans son arrogance toute française, a lâché cette phrase-ci, chers amis. Et pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe depuis les 30 dernières années, pour comprendre la déclaration de Marco Rubio, qui a dit qu'avec cette mission commence une nouvelle expérience, un nouveau modèle international, c'est son mot, un nouveau modèle international de partage de tâches. Pour comprendre cette formule de Marco Rubio, il faut la rattacher à celle de Régis Debray, qui a dit en 2004 que Haïti serait désormais le pupille des nations. C'est-à-dire qu'Haïti serait la nation orpheline de la communauté internationale. Ce sont les nations étrangères qui allaient désormais s'occuper d'Haïti. Donc tout ce qu'on a associé jusque-là à des missions régaliennes, tout ce qu'on a associé jusque-là aux grandes missions d'un État souverain, eh bien, tout ceci allait être partagé entre les nations, car, dixit Régis Debray, au nom de l'État français, Haïti doit être le pupille de la communauté internationale, d'où le mot tutelle. Nous sommes mis en tutelle. C'est à ce point vrai que quand on organise des élections et que les résultats ne font pas l'affaire de la communauté des nations malveillantes, eh bien ce sont les ministres des Affaires étrangères de ces mêmes nations malveillantes qui disent que non, les résultats ne sont pas bons. Les élections sont truquées. Les élections sont viciées, qu'il faut les reprendre. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Nous sommes en 2010-2011. René Préval parvient à la fin de son mandat. Il organise des élections avec la permission. Le mot m'insulte, mais c'était cela. René Préval est allé demander la permission aux Nations Unies d'organiser des élections en Haïti après le tremblement de terre. Nous sommes dimanche, vers midi, les élections se déroulent déjà depuis 6 heures, quand tout à coup, Lawrence Cannon, ministre des Affaires étrangères du Canada d'alors, donne une conférence de presse ici au Canada pour dire que les élections sont trafiquées et qu'il faut aller dans un second tour
mais second tour auquel un Michel Martelly, une Myrlande Manigat participeraient. Le reste relève de l'histoire. Nous avons compris que c'était là encore un autre complot ourdi par la communauté des nations malveillantes, c'est-à-dire la France, le Canada et les États-Unis, pour faire et défaire des élections et pour imposer celui que ces nations-là avaient déjà choisi parce qu'il avait énormément de squelettes dans son placard. Haïti, disait Régis Debray, serait le pupille ou la pupille, on peut dire les deux, des nations, c'est-à-dire Haïti serait considéré comme l'orpheline dont les nations devraient s'occuper, comme autrefois en France, il y avait les orphelins du roi. Après que on aurait parlé d'orphelins de la nation avec la fin de la monarchie. Alors, le voilà, nous sommes dans le même scénario. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, s'est fendu d'un tweet en disant, écoutez, nous allons expérimenter quelque chose de nouveau. C'est un nouveau modèle de partage de tâches. Mais comment nous en sommes arrivés là, les amis? Remontons le fil de ces 6 dernières années. On a vu un certain barbecue se révolter contre un mandat d'arrestation. Au début, on pensait que la chose allait s'arrêter à ce niveau, un policier qui se révolte, un policier qui part en rébellion, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive, et dans toutes les nations du monde, dans tous les corps de police du monde, il y a de temps en temps un policier qui part en rébellion parce qu'il n'est pas content, parce qu'il est insatisfait de telles décisions prises par ses supérieurs. Mais non. Rapidement, Barbecue disposait d'armes et de munitions. Les gens d'affaires, l'oligarchie, n'est-ce pas, s'approchaient de lui pour l'armer parce que, tiens, on se servait de lui pour combattre un concurrent. On se servait de lui pour maintenir, n'est-ce pas, une bonne affaire, un monopole. Nouveau. Bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et là, rapidement, Barbecue a fait des petits. Ce n'était plus Barbecue qui dirigeait tel gang dans telle zone, c'était tel autre bandit qui dirigeait tel autre gang dans telle zone, et rapidement, on a commencé à couper les rues. Telle route qui menait vers le sud était coupée, occupée par Barbecue, telle autre qui menait vers le nord était coupée, occupée par Barbecue, et en un rien de temps, les gangs pullulaient un peu partout comme du champignon. Et plutôt que de les combattre, eh bien, le président d'alors faisait affaire avec eux, il faut le dire. Le président Jovenel ne voyait pas d'un mauvais œil la naissance de ces gangs-là. Au contraire, il les contrôlait, pensait-il. Il les utilisait pour mater l'opposition, il faut dire la vérité. Et comme si tout cela ne suffisait pas, Madame Lalime, qui était la représentante des Nations Unies à Port-au-Prince, n'est-ce pas, représentante du Bureau intégré des Nations Unies, le fameux BINU, y est allée d'une déclaration très scandaleuse, mais ô combien révélatrice de l'intention véritable de la communauté des nations malveillantes. Il faut fédérer les gangs car
si les gangs sont fédérés, nous allons mieux les contrôler. Donc, il y a quelqu'un qui contrôle les gangs, là. Les gangs nous paraissent incontrôlables. Ils créent des déplacés au sein de la population haïtienne. Ils forcent les gens à abandonner leur domicile. Ils font des kidnappings. Ils tuent des civils. Ils nous donnent l'impression que nous sommes en guerre. Pour quelle raison? Contre qui? Contre quoi? Personne ne peut répondre à cette question, car il n'y a pas de guerre religieuse, il n'y a pas de guerre ethnique, il n'y a pas de guerre pour, n'est-ce pas, entre des cartels de drogue. Mais de quoi s'agit-il? Madame Lali m'a dit, c'est une bonne chose que la fédération de ces gangs, car la fédération de ces gangsters va faciliter leur contrôle. Ainsi est né Vivre ensemble, mes chers amis. Vous vous en souvenez? Ben, ça remonte pas à plus que 6 ans, les amis. 6 ans, c'est quand même pas de l'histoire. 6 ans, c'est de la chronique. Nous sommes encore dans du journalisme. Madame Lali m'a dit, la fédération de ces gangs va faciliter leur contrôle. Alors qui les contrôle? On a vu, comble de démagogie, la justice américaine proclamer, rechercher barbecue. On a vu la justice américaine mettre 1 million sur la tête de barbecue après avoir mis 1 million sur la tête de Vitellum. On a allié insulte et arrogance parce que tandis que d'un côté, la justice américaine recherche barbecue, la justice américaine recherche Vitellum, on a vu des journalistes américains, et non des moindres. On a vu des chaînes de télévision américaines, je dis bien américaines, faire le déplacement depuis les États-Unis pour se rendre sur le fief de barbecue, le fief de Vitellum. Des journalistes qui sont sécurisés. Tenez-vous bien, je vous le donne en 1000 parts. L'ambassade américaine, la même ambassade, ou plutôt l'ambassade du même pays qui recherche ces criminels, eh bien, cette ambassade fournit la sécurité ou procure la sécurité aux journalistes américains qui vont interviewer ces hommes-là. Et comme si les Américains ne voulaient plus cacher leur jeu, un ambassadeur américain est allé jusqu'à dire que oui, nous sommes en contact avec ces bandits-là. Nous savons en temps réel ce qu'ils font. Nous savons en temps réel où ils sont. Et lorsque ce journaliste un peu tremblotant, je dirais, a demandé à l'ambassadeur, mais la justice de votre pays recherche ces bandits-là. Et vous, vous dites avoir des contacts avec eux. Et l'ambassadeur eut à donner pour réponse, écoutez, nous devons maintenir contact avec eux, nous devons maintenir notre communication avec eux si nous voulons sécuriser les locaux de l'ambassade ainsi que le personnel de l'ambassade américaine. Donc, la justice américaine peut bien prétendre chercher barbecue. L'État américain peut bien prétendre, n'est-ce pas, mettre jusqu'à 1 million sur la tête de barbecue. Mais l'ambassade des États-Unis, qui représente l'État américain à Port-au-Prince, maintient son contact, maintient la ligne de communication avec ces mêmes bandits qui sont recherchés par la justice américaine. Raison, nous devons sécuriser nos locaux et sécuriser notre personnel. Il y a là donc, les amis, un conditionnement. On voulait nous amener à quelque chose. Et pendant ce temps, les politiciens haïtiens qui se sont succédés à la tête du pays n'ont jamais arrêté de faire une seule demande. Envoyez-nous des forces des Nations Unies. Et là, le gouvernement américain, n'est-ce pas, de Biden, feignait de ne pas entendre, feignait d'hésiter, non, on veut pas, écoutez, il doit y avoir une solution toute haïtienne à la crise, on ne veut pas envoyer encore une autre mission onusienne, écoutez, la dernière mission onusienne avait créé énormément de dommages à la population haïtienne, on a fait durer le plaisir, on a fait monter les enchères. On a vu le très détestable Ariel Henry se rendre
à plusieurs reprises aux Nations Unies. Il a dépêché sa ministre de la Justice, n'est-ce pas, Madame Prophète, pour adresser la même demande au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale. Donnez-nous une mission, s'il vous plaît. Et vers la toute fin, on dirait que c'était son chant du cygne. Juste avant de laisser le pouvoir, Biden nous a imposé une espèce de formule toute nouvelle avec des policiers kenyans qui ne sont pas préparés pour ce type de guérilla là en Haïti. Et on nous l'avait annoncé avec, comme aujourd'hui d'ailleurs, trompette et tambour. On nous avait promis des milliers de policiers et de soldats kenyans qui n'ont jamais atteint ce nombre-là. Remarquez, parce que les États-Unis n'ont jamais respecté leur promesse non plus de payer quelque chose comme 600 millions au Kenya pour ces soldats et ces policiers. Et donc les Kenyans sont arrivés en Haïti depuis plus d'1 an maintenant, puisqu'ils sont arrivés approximativement au même moment que le CPT. Et si je vous pose la question à savoir, en quoi les Kenyans, en quoi les policiers kenyans, en quoi les soldats kenyans ont-ils aidé l'État haïtien à récupérer, à recouvrer ne serait-ce qu'une parcelle de territoire occupée jusque-là par les gangsters, par les terroristes? En rien. Au contraire. De Ariel au CPT, de la police haïtienne aux soldats kenyans, nous avons perdu plus de territoire qu'avant. Autant dire que les Kenyans n'ont servi littéralement à rien. Il n'y a pas un seul haut fait d'armes. Il n'y a pas un seul bandit qui a été neutralisé, puisqu'il faut éviter le mot tuer. Il n'est pas un seul bandit parmi les têtes de pont là. Il n'y a pas un seul bandit qui a été arrêté, qui a été appréhendé par les Kenyans, du moins depuis qu'ils sont là. Non, nous avons perdu du territoire. Les bandits s'installent désormais à Kinskof, ils se sont installés à Mirbalais, ils ont fait plusieurs razzias victorieuses, n'est-ce pas, dans la région de l'Artibonite. Et personne n'a dit, mais à quoi nous ont servi les Kenyans? Nous avons perdu plus de territoire avec eux. Je suis pas en train de dire qu'ils sont responsables de la perte de ce territoire, mais à un moment donné, il faut se dire, mais pourquoi ils sont là? Et maintenant qu'on s'approche de la fin de la mission des Kenyans en Haïti, puisque nous sommes ce laboratoire, puisque nous sommes cette meute de rats qu'il faut utiliser à toutes sortes d'expérimentations, le Conseil de sécurité des Nations Unies ne nous laisse pas le temps de dresser le bilan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies ne nous laisse pas le temps de dresser l'inventaire de la chose. Il vient de prendre une résolution au terme de laquelle on va nous envoyer une énième mission. On change le nom de la mission kenyane. On change les soldats. Ce ne seront plus des soldats kenyans. Désormais, ce sera une espèce de mosaïque dans laquelle on va retrouver des soldats, des policiers, des civils qui vont venir de tous les pays du monde. On change le nom de la mission. Et on fait les mêmes promesses. Stabiliser Haïti, sécuriser les vies et les biens, etc. Et Marco Rubio ajoute, on s'en va vers un nouveau modèle international de partage de tâches. Comment nous en sommes arrivés là? Parce que pendant les 6 dernières années, on a continué à armer lourdement des gangsters. On a encouragé leur fédération, c'est le mot de Madame Lalim, représentante du BINU en Haïti, Bureau intégré des Nations Unies. Jamais ces gangsters n'ont-ils manqué d'armes ni de munitions. Et aujourd'hui qu'ils se sont confortablement installés dans l'agglomération de Port-au-Prince, on nous a incités à demander une mission onusienne, on a fait durer le plaisir, et là, on nous en promet une qui sera un nouveau modèle international de partage de tâches. N'est-il pas venu le temps pour nous de dresser le bilan des missions onusiennes? Depuis 1993 qu'ils sont là, donc ça fait plus que 30 ans
qu'on reçoit toutes sortes de missions des Nations Unies. Pour quel bilan? Pour quel résultat? Voilà ce que nous allons regarder après la pause que voici. À tout à l'heure, les amis. Me résigner à l'ennui fut le plus débilitant. Malgré les dévotions que nous maintenions, Amédée et moi chaque jour, malgré les prières, les chants, rien ne parvenait à dissiper ce vide. Me résigner à l'ennui, c'était me couper du monde extérieur, de ma famille, de mes élèves, de mon jardin, de mes amis, de mes classes, de mes enfants, de leurs devoirs, de ma vie conjugale. Être enlevé contre son gré relève de la barbarie. C'est l'acte de dépossession le plus répréhensible qui puisse arriver à un être humain. Être dépossédé de toutes ses facultés physiques et de ses droits basiques est l'acte le plus démoralisant qui soit. Encager une personne, c'est la réifier et la réduire au stade de l'animalité. Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le dernier roman du docteur Claudie Delnay. Soirée de lancement, le samedi 11 octobre à 18 h au centre Lassalien, 3002 rue Louvain-Est à Montréal. Animation musicale, nul autre que B.I.C. Soirée de lancement du roman du docteur Claudie Delnay, Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le samedi 11 octobre à 18 h. Les billets sont en vente au prix de 50 $, incluant un exemplaire du livre. Les affres d'une rançon, le dernier roman du docteur Claudie Delnay, en lancement le samedi 11 octobre à 18 h au centre Lassalien. Retirez votre billet dès maintenant. Bienvenue à tous et à toutes. Eh bien, lorsque les premières missions onusiennes sont arrivées en Haïti, c'était avec de très grandes promesses. Vous vous souvenez de cela? Les GI américains venaient de rétablir Jean-Bertrand Aristide dans ses fonctions présidentielles. Et puisque le président Jean-Bertrand Aristide a commis l'erreur, je dis bien l'erreur de démobiliser l'armée, ce qui est en soi inconstitutionnel, j'espère qu'il le regrette aujourd'hui, eh bien, il fallait bien créer une nouvelle force dans la nation. Et c'est ainsi donc que, pour la première fois, on a vu des missions régalienne de l'État, celle de sécuriser son territoire, celle de protéger ses frontières, celle de protéger son espace. Ce sont des missions que l'on ne donne pas, que l'on ne confie pas à d'autres, que l'on ne sous-traite pas à d'autres. Eh bien, pour la première fois, on a vu une première mission onusienne qui se donnait pour mandat de sécuriser Haïti, de sécuriser le territoire, de sécuriser la population, de protéger les vies et les biens, ce qui est en soi une mission de l'État. Eh bien, on a vu des troupes onusiennes s'occuper de cela en attendant que le Canada, en attendant que les États-Unis, en attendant que la France nous prépare un nouveau corps policier. Cela a paru anodin, puisque Haïti a toujours eu une vie internationale, puisque Haïti a toujours participé à la vie internationale, la coopération. Parfois, c'est de la coopération sud-sud, la coopération nord-sud, ça existe aussi. Eh bien, tiens, de jeunes Haïtiens ont été formés par le Canada, par la France, par les États-Unis. On disait que c'était bien. Bon. Puisqu'il fallait vivre avec la très mauvaise décision de la démobilisation des forces armées haïtiennes, il fallait donc former des policiers pour remplir cette mission de l'État. Mais très rapidement, on a compris que, ah mais tiens, les policiers n'allaient pas suffire à la tâche, car
presque au même moment, on a commencé à assister à des kidnappings, n'est-ce pas, des gens qui se faisaient enlever contre rançon. Et là, Haïti est entré dans ce cycle-là, qui dure depuis 3 décennies maintenant, de l'insécurité. Dans un premier temps, c'était des jeunes qui étaient armés dans des quartiers populaires. Parfois, n'est-ce pas, c'était des gens qui semblaient avoir une certaine expérience de la chose. Et donc, la question sécuritaire a commencé à péricliter au fil de ces dernières années. Mais à chaque fois, on se posait la question, une fois que l'ONU avait fini de former des policiers, à quoi servaient ces missions? Et en particulier sous le président René Préval, après le coup d'État orchestré contre le président Jean-Bertrand Aristide par ces mêmes pays qui pourtant avaient formé nos policiers, je parle du Canada, je parle des États-Unis, je parle de la France. Et puis on a assisté donc en 2004-2005 à une montée de l'insécurité qui semblait justifier le maintien des forces onusiennes en Haïti. Je n'oublierai jamais cette déclaration qui reste encore marquée en lettres de sang dans mon esprit, cette déclaration de Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies. Il a dit « Trop longtemps, nos missions n'ont duré que quelques mois en Haïti. Cette fois, nous allons y entrer et nous allons y rester. » Et c'était des propos prophétiques que ces mots de Kofi Annan. Cette fois-ci, la mission des Nations Unies allait durer au moins 10 ans. Sauf qu'il fallait la reconduire, cette mission, à chaque année. Et pour nous qui suivons l'actualité de près, pour nous qui analysons, qui décortiquons cette actualité, nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il fallait reconduire la mission, qu'il fallait reconduire, renouveler le mandat de ces forces onusiennes, tout à coup, les kidnappings recommençaient de plus belle. Les gens se faisaient attaquer par des bandits armés. C'était comme pour justifier le maintien ou le renouvellement de la mission onusienne en Haïti. Et là, nous étions plusieurs à comprendre que non. Ce qu'on appelle l'insécurité en Haïti n'est au fait que la déstabilisation du pays par des marionnettistes qui contrôlent l'échiquier politique, qui contrôlent l'échiquier social, qui contrôlent l'échiquier, n'est-ce pas, économique. Car à chaque fois qu'il fallait renouveler le mandat des missions onusiennes en Haïti, tout à coup l'insécurité grimpait. L'insécurité croissait. Tout à coup, on entendait, n'est-ce pas, des nouvelles de kidnapping, tel qui se faisait kidnapper dans tel quartier. On dirait qu'il y avait quelque chose, une coordination pour kidnapper les gens en pleine rue. Et ces kidnappings se faisaient à la barbe des soldats des Nations Unies. René Préval semblait alors être doté d'un peu de lucidité, car je me rappelle, dans l'un de ses discours aux Nations Unies, dans l'un de ses discours à la tribune des Nations Unies, il a dit, écoutez, ce qu'il nous faut en Haïti, c'est des tracteurs. Ce qu'il nous faut en Haïti, c'est de la coopération pour notre agriculture. Nous n'avons pas besoin de soldats, nous avons besoin d'agronomes, nous avons besoin d'ingénieurs, etc. Mais personne n'écoutait René Préval, car le plan n'était pas d'aider à l'autonomie alimentaire. Le plan, ce n'était pas d'aider à l'autarcie alimentaire en Haïti, c'était de mettre Haïti sous tutelle. Et là, vous connaissez le reste de l'histoire. Le tremblement de terre de 2010 nous a frappés, nous a privés de quelque chose comme d'un demi-million de nos frères et sœurs. Et Haïti était une fois de plus mis sur un lit d'hôpital. Toutes les nations du monde volaient à notre rescousse et le tremblement de terre justifiait le maintien, sinon une autre mission onusienne. Sauf que cette fois-ci, la chose allait vraiment se gâter. Pour la vérité et pour l'histoire,
le choléra avait disparu du territoire haïtien depuis 100 ans. Depuis 100 ans, on n'avait recensé aucun cas de choléra, sauf qu'en 2010, 2011, tout à coup, le peuple haïtien était frappé d'une épidémie de choléra. On se demandait, mais d'où cela sortait? Comment expliquer cette épidémie? Et on allait découvrir par la suite que cette épidémie était causée, était importée par le contingent népalais des Nations Unies en Haïti. Et c'est pas moins de 10 000 victimes qui sont mortes des suites de l'épidémie de choléra. Et quand on parle de 10 000 victimes, quand on parle de 10 000 morts, le chiffre est assez conservateur, car quand un père meurt, quand une mère meurt, vous avez des enfants qui se retrouvent sans parents, vous avez des enfants qui se retrouvent littéralement dans la rue. Et donc, quand on parle de victimes, il ne faut pas seulement parler des 10 000 personnes qui sont mortes, il faut ajouter les enfants, il faut ajouter les frères, les sœurs qui se retrouvent sans parents, qui se retrouvent sans soutien dans un pays où l'État n'intervient à peu près jamais dans ce qu'on appelle les filets sociaux ou les services sociaux. Et je me rappelle qu'ici à Montréal, nous avions organisé avec les Jean-Ernest Pierre de ce monde, avec les Emmanuel Pierre, avec les Ishmaël Robert, nous avions organisé une conférence avec nul autre que celui qui représentait, n'est-ce pas, les Nations Unies à ce moment-là en Haïti, Edmond Muller. Et lorsque nous avons abordé la question de la réparation avec lui, lorsque nous avons abordé la question du dédommagement de la population haïtienne pour ce choléra importé par les troupes onusiennes, il fallait voir avec quelle arrogance, il fallait voir avec quelle nonchalance il a accepté d'admettre du bout des lèvres la responsabilité des Nations Unies dans cette épidémie de choléra. Mais nous sommes, ma foi, 15 ans plus tard, le peuple haïtien attend encore la réparation. Et vous notez que pas un seul dirigeant haïtien, depuis Michel Martelly, pas un seul dirigeant haïtien, en passant par, n'est-ce pas, Privert, Joslerme Privert, pas un seul dirigeant haïtien, si l'on parle de Jovenel Moïse, pas un seul dirigeant haïtien, si l'on parle d'Ariel Henry, pas un seul dirigeant haïtien, si l'on parle du CPT, n'a osé agiter la question de la réparation, la question du dédommagement de la population haïtienne pour les dégâts que le choléra importé par les missions onusiennes, pour les dégâts, dis-je, de ce choléra en Haïti. Personne n'a été dédommagé, la question est morte au feuilleton parce qu'il s'agit d'Haïti. Mais vous notez que depuis cette mission onusienne, l'ONU n'a pas cessé d'être présent. On a changé les noms des missions, mais à chaque fois, la question du bilan, la question de l'inventaire a été mise de côté. Posons-nous la question. L'ONU est entrée en Haïti pour stabiliser Haïti. L'ONU est entrée en Haïti pour aider à renforcer, c'était le terme, pour aider à renforcer nos institutions. L'ONU est entrée en Haïti pour nous aider à sauver des vies et des biens, pour nous aider à protéger les aires stratégiques d'Haïti. Mais qu'est-ce que véritablement l'ONU a renforcé? Où sont ces institutions? Nous avons un bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Nous avons eu, n'est-ce pas, Mini-Just qui était censé renforcer la justice en Haïti. Bien, bon Dieu, est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire d'Haïti où l'impunité était aussi grande que précisément sous le mandat de ces missions onusiennes qui sont censées être entrées chez nous pour renforcer la justice? J'ai un camarade de classe avec qui j'ai fait la philo qui a été kidnappé à Port-au-Prince au vu et au su des soldats onusiens. On l'a kidnappé
sous la barbe de ces soldats onusiens. Et lorsque par la suite on a interpellé ces soldats, mais ils ont dit avec raison, nous, cela ne fait pas partie de notre contrat de nous immiscer dans des affaires de kidnapping. Nous sommes là pour maintenir la paix, mais encore faut-il que la paix existe. En sorte qu'après plus de 30 ans de mission en Haïti, l'ONU n'a jamais respecté ses mandats. L'ONU avait promis de renforcer la démocratie. Avons-nous la démocratie en Haïti? L'ONU avait promis de renforcer la justice. Avons-nous la justice en Haïti? Nous sommes installés dans un état d'impunité. L'ONU avait promis, n'est-ce pas, de protéger des vies et des biens. Au contraire, l'ONU, n'est-ce pas, nous a enlevé 10 000 personnes à la suite de l'épidémie de choléra sans qu'il n'y ait jamais eu de réparation. Alors les amis, rendez-moi fou ou sage, nous devons convenir qu'une énième mission des Nations Unies n'est pas la solution à notre problème d'insécurité. Une autre mission des Nations Unies, qu'on en change le nom. Une autre mission des Nations Unies. Encore une fois, là, on nous promet 5000 policiers et soldats et civils qui viendraient protéger des vies. Non, on n'en veut pas parce que on vient de faire l'expérience des soldats kenyans, ça n'a rien donné. On a fait l'expérience de 12 ou 13 autres missions qui n'ont rien donné, sinon que des dommages à la population haïtienne. Quand est-ce qu'on va se regarder en face et se dire les vraies affaires? Une énième mission des Nations Unies n'est pas la solution. Alors, puisque ce n'est pas ça la solution, quelle est la solution? Demandez-vous avec raison. Observons cette pause et revenons après avec quelques propositions de réponse. À tout à l'heure, les amis. Me résigner à l'ennui fut le plus débilitant. Malgré les dévotions que nous maintenions, Amédée et moi, chaque jour, malgré les prières, les chants, rien ne parvenait à dissiper ce vide. Me résigner à l'ennui, c'était me couper du monde extérieur, de ma famille, de mes élèves, de mon jardin, de mes amis, de mes classes, de mes enfants, de leurs devoirs, de ma vie conjugale. Être enlevé contre son gré relève de la barbarie. C'est l'acte de dépossession le plus répréhensible qui puisse arriver à un être humain. Être dépossédé de toutes ses facultés physiques et de ses droits basiques est l'acte le plus démoralisant qui soit. Encager une personne, c'est la réifier et la réduire au stade de l'animalité. Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le dernier roman du docteur Claudie Delnay. Soirée de lancement, le samedi 11 octobre à 18 h au centre Lassalien, 3002 rue Louvain-Est à Montréal. Animation musicale, nul autre que B.I.C. Soirée de lancement du roman du docteur Claudie Delnay, Les affres d'une rançon, chronique d'un kidnapping, le samedi 11 octobre à 18 h. Les billets sont en vente au prix de 50 $, incluant un exemplaire du livre Les affres d'une rançon, le dernier roman du docteur Claudie Delnay, en lancement le samedi 11 octobre à 18 h au centre Lassalien. Retirez votre billet dès maintenant. Bienvenue à tous et à toutes. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, je vous avais dit que en matière de sécurité, nous avons tout fait sauf la bonne chose. Nous avons essayé toutes sortes de formules, sauf la formule haïtienne. Nous avons essayé les soldats des autres, sauf nos propres soldats. Tenez, si on y allait d'une solution véritablement haïtienne, le Conseil de sécurité des Nations Unies veut nous imposer 5000 soldats, une espèce de mosaïque de soldats qui viennent de partout. OK. Mais on peut lever cette armée-là à partir des vétérans haïtiens eux-mêmes. Vous savez que depuis qu'on a lancé le mouvement Cash le 17 août dernier, j'ai voyagé, j'ai rencontré
plusieurs vétérans, et là on parle de centaines de vétérans haïtiens et américains, qui sont à la retraite aujourd'hui, d'où le mot vétéran, mais qui sont jeunes, qui ont 40, 50 ans, et qui sont prêts à se battre, parce qu'ils aiment Haïti, parce qu'ils sentent Haïti dans leurs tripes, dans leurs entrailles. Ils sont prêts à s'engager. On peut y aller avec cette solution haïtienne. En fait, il nous faut y aller avec cette solution haïtienne, puisque pendant les 30 dernières années, les soldats qui sont arrivés chez nous sont arrivés comme touristes. Ils n'ont jamais eu le niveau d'engagement requis pour combattre ceux qui sèment l'insécurité chez nous. Israël, dans son histoire, a déjà utilisé des vétérans juifs qui ont été formés par des armées étrangères et qui ont été recrutés par l'État d'Israël pour sauver ou pour sécuriser l'État d'Israël. Nous ne sommes pas en train de réinventer la roue, nous pouvons utiliser la même formule. La semaine dernière, nous étions dans le New Jersey. Il y avait des vétérans haïtiens de l'armée américaine qui nous ont réaffirmé leur volonté de faire partie d'un mouvement qui vise à rétablir la sécurité en Haïti. Mais vous savez, ces gens-là ne peuvent pas y aller par eux-mêmes. S'ils y vont par eux-mêmes, ce sera considéré à raison comme de l'invasion. S'ils y vont par eux-mêmes, ils seront accusés par leurs États respectifs de terrorisme. Au Canada, en tout cas, le code criminel va les accuser de contribuer à déstabiliser un État souverain. Donc, on ne peut pas y aller comme cela. Et vous saviez, si ceux qui dirigent Haïti étaient de véritables patriotes, si ceux qui dirigent Haïti avaient un minimum de vision, si ceux qui dirigent Haïti avaient un minimum de verticalité, plutôt que de demander au Conseil de sécurité des Nations Unies de nous envoyer une autre mission pour un autre bilan calamiteux, pour un autre bilan catastrophique, pour un autre bilan dommageable pour la population haïtienne, mais le CPT aurait pu dire, écoutez, nous estimons que nous avons besoin de 3 milliers de soldats, nous estimons que nous avons besoin de 4000 soldats, nous allons lever ce corps à partir des vétérans haïtiens. Et ils pourraient lancer un appel, c'est ce qui arrive. Quand des nations sont en guerre, eh bien, ils font appel à des volontaires. Il y a des listes qui sont dressées partout et on voit des jeunes hommes, de jeunes femmes, n'est-ce pas, s'inscrire volontairement pour recevoir un entraînement afin d'aller s'engager sur le théâtre de la guerre. L'Ukraine est en train de faire la même chose. La Russie est en train de faire la même chose. On a vu la même chose en Israël et pourtant, ce sont des pays qui disposent déjà d'armées professionnelles, d'armées fortes. Et pourtant, nous, en Haïti, nous avons un embryon d'armée, nous avons, n'est-ce pas, quelques centaines de policiers, puisque le programme Biden nous a enlevé beaucoup de policiers, il ne nous reste rien pour protéger nos frontières. Voilà une belle occasion qui nous est offerte d'y aller avec une solution proprement haïtienne. Lever une armée haïtienne à partir des vétérans, à partir des retraités d'armées professionnelles étrangères comme les États-Unis ou le Canada. Ces vétérans-là, ils sont prêts. Et c'est ce que nous recommandons au sein de CASH, Communauté d'action stratégique pour Haïti. Et déjà, nous avons une centaine, n'est-ce pas, de vétérans haïtiens formés par l'armée américaine, formés par l'armée canadienne, des policiers qui ont déjà servi ailleurs, au Congo ou ailleurs dans le monde, et qui sont prêts à s'engager. Ce sera un élément important de la solution haïtienne, levée dans l'immédiat. Une armée qui va travailler de concert avec la police haïtienne, qui va travailler de concert avec notre embryon d'armée et qui viendrait résoudre dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, le problème d'insécurité causé par les barbecues, par les vitellums, etc. Au fait, c'est ce que nous devons proposer
à ceux qui croient être les décideurs d'Haïti. C'est ce qu'au sein de CACH, nous allons proposer à l'OEA. C'est ce qu'au sein du CACH, nous allons proposer au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'au sein du CACH, nous allons proposer au département d'État, au ministère des Affaires étrangères du Canada, des entités qui croient être les responsables du problème de sécurité en Haïti. Non, ne nous imposez pas votre solution qui n'a jamais fonctionné. Nous avons une solution proprement haïtienne. Vous nous proposez 5000 soldats qui viendraient d'une nébuleuse, d'une mosaïque de nations. Non, nous voulons y aller avec des vétérans haïtiens. Des gens qui sont formés déjà, qui ont le niveau d'engagement, qui ont la volonté de se battre. Alors, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre, vous vous posez la question, mais avec quel fonds? Mais j'ai deux réponses à cela. Vous savez, depuis 2010, vous le savez ça, à chaque fois que vous transférez un montant X en Haïti, il y a $1,50 qui est prélevé là-dessus et qui est censé constituer un fonds national de l'éducation. Sauf que en plus de 14 ans maintenant, l'État haïtien a fourni 2 fois un rapport de la somme qui est recueillie année après année et de la manière dont cela est utilisé. Personne ne sait comment ce Fonds national de l'éducation est utilisé. Sauf que le problème de sécurité est tel que, mais les écoles ne sont pas ouvertes, les enfants ne peuvent pas aller à l'école paisiblement, nos jeunes sont, n'est-ce pas, sont tirés à bout portant par ces bandits, tandis qu'ils se retrouvent sur les bancs d'école. Mais avec un peu d'imagination, exemple, si le CPT avait la volonté de résoudre le problème vraiment, on pourrait affecter momentanément, n'est-ce pas, ce $1,50 qui est prélevé à chaque fois qu'un Haïtien de l'étranger envoie des fonds en Haïti, on pourrait affecter cette somme-là pour lever cette armée d'Haïtiens à partir des vétérans qui ont travaillé dans des armées étrangères. Il faut seulement un peu d'imagination. Alors, on peut penser à la sécurité en 3 temps. Dans l'immédiat, on monte une armée formée de vétérans haïtiens qui vont résoudre le problème. Ils vont eux-mêmes établir leur chaîne de commandement, ils vont eux-mêmes, n'est-ce pas, eux-mêmes établir leur stratégie, ils vont eux-mêmes établir leur tactique en coordination avec le ministère de la Défense, enfin le ministre de la Défense d'Haïti, le chef de la police haïtienne, l'embryon d'armée qu'on a. Ça, c'est à court terme, car il nous faut libérer les routes, il nous faut reprendre un semblant de vie normal en Haïti. À moyen terme, ces mêmes vétérans vont fournir de la formation à notre embryon d'armée. Et là, nous allons mobiliser des jeunes, puisque la nation haïtienne est une nation qui est formée à majorité de jeunes. Nous allons les inciter à faire partie d'une armée d'Haïti, de la garde nationale d'Haïti. Nous allons les former pour notre armée de l'air, pour notre armée de mer, etc. Car les vétérans haïtiens sont des experts pour l'armée de l'air, pour l'armée de mer, pour l'armée de terre. Donc, à moyen terme, nous pouvons former des jeunes qui vont garnir les rangs de nos troupes, que ce soit au sein de la police, que ce soit au sein de l'armée, que ce soit au sein d'une garde nationale. Et à très long terme, cette armée-là que nos vétérans auront formée, ces jeunes que nos vétérans auront formés, vont constituer les forces armées d'Haïti qui vont protéger nos frontières, protéger notre espace aérien, protéger notre espace maritime. Il faut tout simplement un peu d'imagination. Aussi longtemps que nous gardons cette mentalité d'assistés sociaux où il faut tourner le regard, où il faut tendre la main, n'est-ce pas, pour quémander l'aumône des Nations Unies, pour quémander l'aumône des États-Unis, pour quémander l'aumône de la France, pour quémander l'aumône du Canada, on va continuer à se moquer de nous. Vous avez vu la France nous cracher au visage lorsqu'il y a quelques mois maintenant, pour nous aider, l'ambassade de France en Haïti nous a donné quelques motocyclettes. Imaginez, hein? Les terroristes sont lourdement armés, la police haïtienne demande des tanks
Et voilà que l'ambassade de France à Port-au-Prince nous a donné des motos. Nous avons vu le Canada nous cracher au visage. Lorsque nous avions commandé des tanks que nous avons payés nous-mêmes. Et le très détestable Sébastien Carrière, alors ambassadeur du Canada à Port-au-Prince, nous a vendu des tanks de nègres qui sont tombés en panne quelques jours après leur première utilisation. Qu'est-ce que nous avons à envier aux Américains? Qu'est-ce que nous avons de moins que les Canadiens? Qu'avons-nous de moins que les Français? Pourquoi sommes-nous condamnés à leur demander de l'aide, tandis que nous pouvons nous-mêmes accomplir notre mission de protéger les vies et les biens, de protéger notre territoire? Nous avons des Haïtiens qui ont la formation, qui ont le savoir-faire, le savoir-être pour régler le problème. Il manque tout simplement la volonté politique. Si Laurent Saint-Cyr, après Leslie Voltaire, après Fridjean, après Edgar Leblanc, après Ariel Henry, plutôt que d'aller quémander de l'aumône au Conseil de sécurité des Nations Unies, si plutôt que de dire aidez-nous, envoyez-nous des soldats qui vont nous apporter une fois de plus le choléra, s'ils avaient eu cette intuition patriotique de lever des troupes à partir des vétérans haïtiens, cela fait déjà longtemps que la vie aurait repris cours en Haïti. Il faut la volonté politique. Vous allez me dire, oui, je comprends. Nous avons des vétérans qui sont prêts. Nous avons des vétérans qui veulent se battre. Nous avons des vétérans qui sont prêts à former des policiers, à former des jeunes en Haïti pour constituer une armée, mais ils ne peuvent pas entrer comme ça. Il nous faut une demande officielle, il nous faut l'autorisation des autorités haïtiennes. Mais à partir de ce matin, exerçons cette pression sur les autorités haïtiennes. Disons au pantin du CPT, plutôt que de quémander au Conseil de sécurité des Nations Unies l'envoi de troupes internationales qui vont, ces troupes-là, nous apporter une fois de plus le choléra, mais levons une armée à partir de nos vétérans. Dressons une liste de volontaires, de vétérans qui seraient prêts à s'inscrire dans nos consulats, dans nos ambassades. Ça devrait servir à cela. Imaginez si nos consulats, si nos ambassades lançaient cette annonce. Nous allons créer une troupe formée de vétérans haïtiens. Voulez-vous vous inscrire comme volontaires? Venez dans nos locaux consulaires, venez dans nos ambassades, inscrivez-vous et suivez nos annonces. En attendant que l'État haïtien se décide à le faire, je vous offre le site de Cash, cashmouvement.com. Depuis plusieurs semaines maintenant, les gens s'inscrivent avec engouement, les gens s'inscrivent, n'est-ce pas, avec patriotisme. Nous avons des vétérans, d'anciens policiers, d'anciens militaires, d'anciens soldats qui s'inscrivent sur notre site et qui se disent être prêts. Mais pour y aller, nous avons besoin, et le mot n'est pas trop fort, nous avons besoin de l'autorisation des autorités haïtiennes. Haïti peut résoudre son problème de sécurité. Haïti peut former ses propres soldats. Haïti peut former sa propre armée. Haïti peut former sa propre garde nationale avec ses propres ressources. Ses enfants, n'est-ce pas, qui ont grandi à l'étranger, qui ont acquis une formation, une expérience et qui aujourd'hui sont prêts à se battre. Pourquoi les autorités haïtiennes n'osent pas penser grand? Pourquoi les autorités haïtiennes n'osent pas concevoir un plan national avec une solution proprement haïtienne? En attendant que les autorités haïtiennes se décident à être patriotes, en attendant que les autorités haïtiennes fassent montre d'un peu de vision, je vous invite, chers vétérans, à vous inscrire sur notre site cashmouvement.com. Faites-nous savoir votre volonté, faites-nous part de votre volonté de vous engager à sauver votre pays, à sauver votre pays natal ou le pays natal de vos parents. Israël l'a fait. Nous pouvons aussi le faire, monter une armée à partir de nos propres vétérans. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a été utile. J'espère que vous réalisez que
Il n'y a pas de problème sans solution. Il nous faut seulement un peu d'imagination. Il nous faut seulement un peu de patriotisme. Il nous faut cesser de dépendre des autres et de regarder autour de nous. Et alors nous verrons que nous disposons d'énormes ressources. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont siégé à l'état-major d'armées professionnelles. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont été dans des missions étrangères. Nous avons des vétérans haïtiens qui ont servi comme officiers formateurs pour d'autres armées. Pourquoi ne le feraient-ils pas pour leur propre pays d'origine? Pourquoi, n'est-ce pas, Laurent Saint-Cyr? Pourquoi Edgar Leblanc? Pourquoi, Fritz Jean, Leslie Voltaire se contentent-ils de quémander auprès d'étrangers ce que les enfants d'Haïti peuvent faire eux-mêmes? Nous pouvons résoudre notre problème de sécurité, les amis. La solution? Lever une armée de vétérans qui, à court terme, va résoudre le problème en tant qu'armée. À moyen terme, qui va fournir de la formation aux jeunes, qui vont constituer une véritable armée, de véritables forces armées d'Haïti. Et qui, à long terme, vont remplir cette mission fondamentale de l'État, sécuriser les biens et les vies. Il est possible de le faire, les amis. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Haïti ne peut pas périr. Haïti ne doit pas périr aussi longtemps qu'Haïti disposera de toutes ses ressources. Pourquoi on ne résout pas le problème? Parce que les politiciens d'Haïti vivent de la mendicité. Pourquoi ne résout-on pas le problème? Parce que c'est plus payant pour eux d'aller prononcer des discours de mendiants. C'est plus payant pour eux d'aller demander à la France, aux États-Unis, au Canada, ces pays-là même qui créent le problème d'insécurité, c'est plus payant pour eux. Plutôt que d'imaginer une solution nationale, une solution originale, que d'autres ont déjà utilisée et qui a marché. À bas les Nations Unies en Haïti. Vive le peuple haïtien. Bonne semaine, gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.